Merci d'avoir choisi une nouvelle fois d'écouter Les Technos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur notre site, tout simplement, par exemple, lestechnos.be ou notre page Facebook ou encore notre compte Twitter. Enfin bref, il y a plein de moyens de se retrouver, de communiquer les uns avec les autres. Là, dans l'immédiat, on va communiquer avec nos amis Les Technos pour ce numéro 13. Et cette semaine, on retrouve nos petits camarades. D'un côté, il y a notre ami Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et puis également Adrien et David pour parler nouvelles technologies. Et comme d'habitude, on commence par la lettre A, bien entendu. Et Apple, on va du côté de Seb pour parler d'Apple et parler de Firefox également. Firefox qui débarque peut-être sous iOS, pardon. Alors c'était un peut-être au moment où on a écrit le titre. Et maintenant c'est un certain. Ah ben voilà. Voilà. Donc effectivement, alors ceux qui se souviennent, il y a eu des tentatives par le passé, puis ça a complètement disparu parce qu'en fait Apple refuse que sur iOS on débarque avec autre chose comme navigateur que le sien. Donc alors, je précise tout de suite, il y a d'autres navigateurs. Oui, il y a Chrome, effectivement. Il y a Chrome, il y a Opera, mais Chrome utilise le même moteur de rendu que Safari, et donc de ce côté-là, si c'est le même moteur de rendu, le même moteur JavaScript, Apple l'accepte. D'accord. Et pour le reste, il en est pas question. Alors Opera, ils ont un petit peu triché, vu que eux, ils font le rendu sur un serveur et ils t'envoient l'image de ton rendu. Comme ils faisaient avant sur mobile, ouais. Comme ça ils disent c'est génial, on garde le même rendu. Mais Firefox ils voulaient pas, donc voilà, ils avaient abandonné la plateforme. Et maintenant, depuis le changement de direction chez Firefox, ils disent bon ok, on va peut-être réexpérimenter et avoir quelque chose de cohérent sur toutes les plateformes, et donc un retour sur iOS. Alors c'était une grosse rumeur, et aujourd'hui ils ont officialisé le fait qu'ils étaient en train de programmer quelque chose pour iOS. Donc on s'est pas encore testé. De Firefox. Ouais, on s'est pas encore testé, mais dès que ça apparaît, évidemment, on va jeter un œil pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionnera. Mais voilà. On va chez toi, c'est pour parler des consommateurs qui attaquent Apple concernant les DRM. Oui, alors c'est un procès, c'est plein de gens qui sont pas contents, donc comme d'habitude c'est aux États-Unis. Et c'est des utilisateurs d'iTunes qui considèrent que Apple restreint un petit peu trop le marché au niveau de la musique, et que quand ils achètent un titre, ils ne peuvent pas l'utiliser sur autre chose que leur petit iPod, et ils en sont pas contents. Alors voilà, on sait pas encore réellement comment ça va se passer. Néanmoins, les gars demandent 350 millions de dommages à Apple. Oui. Voilà, sur papier, c'est clair que Apple a une position dominante et qu'il fait un petit peu ce qu'il veut sur la musique, et que si tu l'as acheté sur iTunes, c'est un petit peu plus compliqué de l'écouter sur autre chose, ce qui a fait leur succès à l'époque sur les iPods et le reste. Mais voilà, la justice américaine tranchera. Je sais pas s'il y avait une date sur le procès, je pense pas. Date de fin. Donc, c'est rare en général les dates de fin sur les procès, surtout avec Apple. Donc on verra, on suivra en tout cas. On gardera un œil dessus. On reste d'ailleurs dans l'esprit et dans l'univers de l'iPod, parce qu'il y a un autre procès en vue avec Apple qui a bien fauté manifestement. Ils ont péché là. Oui, ils ont péché. C'est sur un procès qui est en cours pour le moment en Californie concernant l'iPod et le fait que Apple ait pu, à un moment, et on parle de la période 2007-2009, retirer des titres qui n'avaient pas été achetés sur iTunes des lecteurs MP3 des consommateurs sans les avertir. Chouette. Et donc, Apple a dû reconnaître cette semaine, et a reconnu même cette semaine, qu'il l'avait réellement fait. Et donc, simplement, Apple se défend en expliquant qu'ils voulaient protéger leur appareil, et donc pour ne prendre aucun risque et pour que l'utilisateur ne prenne aucun risque, Apple faisait redémarrer les iPods, nettoyait les iPods lors du redémarrage et supprimait toutes les musiques qui n'avaient pas été achetées sur iTunes. Donc voilà, c'est pas vraiment une super bonne semaine pour Apple au niveau des procès. Bon, maintenant il faut savoir qu'ils ont des procès qui sont tout le temps en cours.
Mais ici, ils sont fait prendre un peu la main dans le sac, quoi. C'est pas très très bien. C'est pas très très bien. On va parler un peu du passé d'Apple et de l'autre larron. Il y avait Steve Jobs, mais il y avait également Steve Wozniak. Steve Wozniak qui brise le mythe du garage des parents de Steve Jobs, justement. Oui. Bah, ça fait longtemps que Steve Wozniak ne fait plus partie de la grande famille Apple, même si ça reste un Apple fan et qu'il est on reparle souvent de lui au lancement de certains produits. Ici, lors d'une interview, bah, il a simplement voulu faire éclater la vérité au grand jour, mais bon, il a brisé un peu le rêve de pas mal de startups en racontant clairement la vraie histoire. Et donc, la photo des deux Steve dans leur garage occupé à créer l'Apple 1, c'est du fake à 100%. Allez. Ils n'y ont jamais travaillé. Ils y ont passé des moments comme n'importe quel teenager, je vais dire américain, passe du temps dans le garage d'un de ses potes. Ouais. Mais il n'y a rien qui a été créé là-bas. Et il a même avoué qu'il avait au fait créé l'Apple 1 à son poste de travail quand il travaillait chez HP. D'accord. Donc voilà. Donc la vraie vérité, c'est que l'Apple 1, il appartient à HP, puisqu'a priori, ça a été réalisé chez eux. Détournement de biais social. C'est quand même pas mal comme histoire. Enfin, en attendant, ça reste dans l'imagerie effectivement de la start-up, des jeunes qui démarrent dans le garage. Il y en a eu par la suite. Par contre, où là, c'était plutôt vrai. Oui, mais pas pour Apple. Non, c'est ça. Alors, j'ai lu quelque part à propos de Steve Wozniak qui va avoir son show télé, le Woz, donc à suivre aussi de ce côté-là. On rejoint Seb une fois de plus pour parler par exemple, de YouTube, tout cassé à cause d'un certain psy. Oui, je sais pas si on avait terminé. Si, on a terminé. Ah oui, non, on aurait pu, excuse-moi, voilà. effectivement. Mais c'est pas grave, on voulait le faire passer inaperçu, mais pas cette semaine, quoi. Si, on peut en parler de cette mauvaise affaire, encore une fois, pour Apple, qui perd une commande de 1,3 milliard de dollars. C'est quand même pas rien. Non, et donc il faut savoir qu'Apple a un système effectivement d'achat qui est prévu pour les écoles aux États-Unis, et que ici le groupement d'écoles de Los Angeles a pris la décision d'arrêter l'achat qui était en cours pour équiper tous les écoliers des écoles de Los Angeles avec des iPads. On parle d'une valeur totale de contrat de 1,3 milliard. Il faut savoir qu'il y avait 500 millions de dollars en iPad et 800 millions de dollars en investissement pour tout ce qui était services annexes, donc formation du personnel, serveurs, bande passante nécessaires. Donc tout n'est pas pris en perte chez Apple. Ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que c'est pour passer sous les fameux Chromebooks, les ordinateurs dont on vous parle quand même depuis quelques temps, qui ne décollent absolument pas en Europe, mais qui aux États-Unis sont passés devant l'iPad au niveau de l'utilisation scolaire. Ouais. Et c'est Samsung d'ailleurs qui tire son épingle du jeu si ma mémoire est bonne. J'avais lu un article concernant ça aussi. Voilà, je pense que maintenant on a fait le tour d'Apple. On a fait le tour d'Apple et que toutes les mauvaises nouvelles de cette semaine. Effectivement. Donc là maintenant on peut aller chez Seb pour parler de Psy qui a tout cassé YouTube. C'est ça l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Alors, pourquoi et comment il a cassé YouTube? Alors, je sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année passée, il avait explosé le record, en tout cas en nombre on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo pour ceux qui nous regardent. Sur YouTube, justement. Et donc, il avait explosé la première fois, dépassé le 1er milliard de vues de sa vidéo. Et alors maintenant, avec le temps qui passe, et donc en dessous de chaque vidéo, il y a un petit compteur, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, il y a un petit +1, +1, et on est arrivé à un chiffre mythique qui est 2 147 483 647 vues. Et si tu fais +1, on a un problème. Parce que c'est la limite de ce qu'on peut représenter en 32 bits, signé. Et donc, ça devient 0. C'est moche. Le type, il perd toutes ses vues. C'est la merde. Et il doit rembourser YouTube, etc. Donc YouTube en a profité pour faire une petite annonce cocasse en disant on ne pensait pas au moment où on s'est créé qu'on aurait une vidéo qui un jour dépasserait les 2 milliards de vues, c'était juste pas possible. Mais donc à cause de Psy, ils ont modifié leur compteur, ils sont passés en 64 bits et là maintenant on a le temps de voir. Non, c'est bon, on est tranquille. C'est 9 milliards de milliards, je pense. Le nombre en 64 bits. Alors c'est beaucoup. 3, 6, 9, beaucoup plus beaucoup. Même, on pourrait dire.
Beaucoup trop de chiffres. Oui, c'est ça rentre pas. Ce n'est plus calculable. Non, c'est ça. Nous, on va essayer de rester en dessous du millier. pour embêter personne. Voilà, c'est un peu l'idée. Bon, maintenant, on peut y aller. Hein. Là, ils ont changé, tout le monde peut y aller. Bah, allons-y alors. Seb, on parle de tout à fait autre chose. C'est Google qui remplace le reCAPTCHA. Oui, alors c'est quelque chose qui vous a toujours embêté, je suppose. Moi, très souvent, en tout cas, quand je m'inscris à un formulaire quelconque sur un site, t'as toujours une petite image qui s'affiche en disant tu es prié de réécrire le texte. Ouais. Et souvent, tu as mal lu le texte, donc tu dois le réécrire. Oui, et la troisième fois, tu en as marre. Justement, c'est ça qui est drôle. Tu sais pourquoi il est lisible? Non, enfin parce que c'est pas un truc aussi où ça permettait justement de faire. Si, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tout le monde a bien compris. Personne. Donc on l'a réexpliqué, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, Google, il scanne des bouquins. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ils ont énormément de bouquins qu'on peut consulter sur leur site. Et voilà, les algorithmes ne sont pas parfaits sur la reconnaissance des caractères sur l'OCR. Et donc, ils sont tout chiffonnés aussi, peut-être les livres. Oui, ou c'est des vieux trucs. Ouais. Voilà. Et donc, pour être sûr de ce qui est écrit, ils utilisent le CAPTCHA, qui est donc le petit texte que tu dois recopier pour dire que tu es bien un humain. Donc, eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le CAPTCHA. Alors, ils le savent pas. Et en fait, ils te donnent 2 mots à lire. C'est ça. Et le premier, ils en sont sûrs, le deuxième, ils en sont pas sûrs. Et ils demandent à plusieurs personnes de le réécrire, et après un certain nombre de fois, ils disent, OK, les gens ont dit que c'était bien tel mot, donc c'est tel mot qu'on peut utiliser, nous, pour notre OCR. Et donc, ils faisaient travailler tous les gens pour réécrire ce qui était dans les livres. Donc, c'était extrêmement intelligent, et en même temps, ils s'assuraient que c'était pas des robots. C'est ça. Donc, avec le temps, ils se disent que c'est plus vraiment utile pour eux. Ils savent tout lire. Ils sont OK ils savent tout lire. Ouais. Et donc, ils ont remplacé ça par une détection de ce que tu fais sur ta machine avec les mouvements de la souris. Enfin, c'est tout un truc un peu plus compliqué qui fait que tu dois juste après cliquer sur un petit bouton pour dire non, je ne suis pas un robot. Mm-hmm. Et ça suffit. Ce qui est déjà évidemment beaucoup moins casse-tête pour la plupart des gens. Ouais. Et s'ils sont pas sûrs, ils te demandent quand même d'encore écrire un texte. D'accord. Alors, la photo d'exemple qui était montrée sur l'article, c'était assez amusant parce qu'en fait, c'est un numéro de maison. Et là, de nouveau, ils réutilisent la même technique qu'ils ont faite à l'époque, mais maintenant, c'est plus pour les bouquins. C'est pour Map, non? C'est pour savoir, pour les photos qu'ils ont prises en rue, pour pouvoir retrouver les numéros de maison. Pas mal. C'est des grands malades. Ah non, mais c'est malin. C'est très malin. Donc, en fait, on bosse pour Google sans le vouloir. Voilà. En fait, chaque fois qu'on crée un compte, on bosse pour le faire. Ils ont un autre problème avec ça, si je peux me permettre pour terminer le truc, c'est que il existe des logiciels qui permettent déjà maintenant aux robots d'arriver à 98 à 99% de succès sur les CAPTCHA. Donc, de toute façon, eux, ils étaient cuits et ce n'était plus réellement efficace. D'accord. Et pour le 1% qui restait, si tu voulais, tu vas sur un site comme Fiverr ou d'autres, tu payes $5 et tu as des Pakistanais ou des Indiens qui t'envoient 1 millier de photos et qui vont réécrire pour toi sur un clavier ce qui était écrit. D'accord. Et pour créer des faux comptes, etc. Donc, de toute façon, le truc est assez obsolète. D'accord. Tiens, Adrien, on peut te donner la parole puisque tu as un micro qui fonctionne. On va parler d'Android 5 qui est en cours de déploiement sur le Samsung Galaxy S5. C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires d'appareils et Samsung. Oui, donc selon le site Sam Mobile, qui est assez efficace au niveau des actus Samsung, donc Android 5.0 Lollipop donc va arriver sur le Samsung Galaxy S5. Donc c'est actuellement en cours de déploiement en Pologne. Donc apparemment la Pologne est un pays où qui est affectionné pour des déploiements de mise à jour. C'est un pays test. C'était le cas avec LG. Si ça marche chez les Polonais, ça marche partout. Voilà, oui, c'est ça. Si ça marche chez eux, ça marche partout. Voilà. Et donc, au niveau qu'est-ce que ça apporte? Outre l'aspect technique d'Android 5.0 dont on a déjà parlé, c'est plus au niveau de l'interface. Donc, il y a toujours la surcouche de chez Samsung, faut pas rêver. Mm-hmm. En revanche, ils sont quand même fortement inspirés de Material Design, donc un truc beaucoup plus épuré. Ils en profitent aussi pour ajouter une petite refonte au niveau graphique de leur interface TouchWiz.
Donc, par exemple, on a, enfin, les seules infos qui ont fuité, c'était qu'on avait vu le multitâche qui sont c'est une accumulation de petites pages qui sont en cascade. Maintenant, la page d'accueil qui est un petit peu changée, et ensuite l'ajout d'une petite barre qu'on peut déplacer qui permet d'accéder à une série de petites applications très rapides. Donc, surveillez ça de près. Elle devrait arriver tout bientôt, puisque dès qu'ils auront fait le tour de Pologne. Ça arrive chez nous. D'accord. Donc, voilà. Dès qu'ils auront envahi la Pologne, en gros. Oui, voilà. On retourne chez Seb pour parler de. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Pour parler de Dailymotion, on a parlé de YouTube déjà, donc c'est bon. Dailymotion qui devra payer 1,3 million d'euros à TF1. Tiens. Oui, c'est dingue, hein. Ouais, et pas que ça, hein. Mais apparemment, ils ont été coupables d'avoir diffusé des vidéos. C'est dingue, hein, pour Dailymotion. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Et donc, ils ont publié des vidéos de TF1. D'accord. Bon, bah, voilà, donc double erreur. Donc, problème de droit, on imagine. Problème de droit, et puis quand TF1 leur a demandé, apparemment, Dailymotion n'a pas réagi assez vite selon la justice et selon TF1, donc TF1 les a traînés en justice, et selon la cour d'appel, donc c'est de l'appel, donc c'est mal barré, hein, c'est foutu. Donc le 2 décembre, ils ont été condamnés à verser effectivement beaucoup d'argent, 1,3 million d'euros à TF1, mais ils doivent aussi verser 50 000 euros web TF1, 16 000 euros à LCI, 10 000 euros à TF1 vidéo, et même, c'est étrange, 15 000 euros à Gad Elmaleh. Bon, Gad Elmaleh qui n'était pas content non plus, apparemment. D'accord. Oui. On va faire attention à ce qu'on diffuse sur les plateformes numériques. Je vois de la tête de David qui rebondit sur les murs. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer peut-être un petit peu plus bon. Donc, pourquoi Gad Elmaleh? C'est facile, c'est parce que son spectacle avait été est en production française par TF1, et donc que TF1 a attaqué, mais que ce spectacle a fait énormément de vues sur Dailymotion, et que Dailymotion a toujours tenu une seule conduite pendant toute sa défense. Et c'est pas mal quand même que ça a été qu'ils aient été jugés coupables, parce que Dailymotion restait toujours en disant mais nous on héberge, on fait que proposer, c'est pas nous qui avons mis en ligne. Eh oui, mais il y a une responsabilité aussi de celui qui reçoit l'information. Et je suis pas pour la défense des grands groupes type TF1, mais ici c'est quand même, je trouve, normal au niveau de la justice qui s'est passé. C'est que TF1 a envoyé une liste très précise de vidéos, de comptes d'utilisateurs qui diffusaient son propre contenu, que ce soit le spectacle de Gad Elmaleh, mais on parlait de Koh-Lanta aussi quand ça a posé problème. Et Dailymotion n'a pas réagi, alors qu'on sait que c'est hyper simple de supprimer un compte, de bloquer un compte. Donc ils auraient pu réagir très très vite. Simplement, eux pensaient qu'avec leurs conditions générales de vente entre guillemets ou d'exploitation du service, ils étaient inattaquables. C'est pas mal qu'on leur rappelle en tout cas qu'en Europe, à partir du moment où on a une information, qu'on sait qu'il y a un délit qui a été opéré et qu'on a les moyens d'arrêter ça, il faut agir, quoi. C'est tout. Par exemple, pour l'exemple sur YouTube, je sais qu'il y a, certains ayants droit ont accès à un compte spécifique qui leur permet de déclarer eux-mêmes une vidéo qui contrevient leurs propres droits. Par défaut, YouTube supprime, en tout cas écarte cette vidéo de leur moteur de recherche et n'est plus visible. Sur requête de la personne qui a publié la vidéo, si elle défend correctement ses droits, cette vidéo peut réapparaître éventuellement, mais en première intention, c'est l'ayant droit qui a raison, entre guillemets. Je peux des guillemets. C'est ça, et c'est tout l'inverse sur Dailymotion. Exactement. Si vous allez voir aujourd'hui sur Dailymotion, vous tapez 1 ou 2 titres, encore aujourd'hui, de films, et c'est devenu une plateforme de streaming, tout ce qu'il y a de plus illégal, comme on en connaît plein et comme on en a déjà parlé ici. Il y a moyen de voir des films en très très bonne résolution sur Dailymotion, des films qui sont encore, je vais pas dire au cinéma, mais qui viennent à peine de sortir en DVD ou en Blu-ray, quoi. Le patron d'Orange a d'ailleurs déclaré... Ça. Oui, Adrien, pardon. Je dis qu'il faut pas dire ça. Le patron d'Orange a d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas non plus fermé à l'idée de faire une espèce de Netflix à la française avec Dailymotion dans un délai relativement court. Il pourrait proposer ce type de service. Tu voulais rajouter quelque chose, Seb ?
Oui, je voulais rajouter justement, quand tu disais que sur YouTube, tu pouvais définir tout ce qui t'appartenait, ou en tout cas tous les détenteurs de droits, et bloquer a priori les vidéos. C'est justement ce qu'a demandé TF1 aussi au niveau de la justice française pour Dailymotion. Et pour cette demande, elle a été déboutée. Donc la justice n'a pas décidé que Dailymotion devait mettre quelque chose en place pour filtrer a priori. Un pays n'est pas l'autre, une législation n'est pas l'autre, et une entreprise n'est pas l'autre non plus. Rappelons que Dailymotion a toujours un peu de mal à s'inscrire aussi dans une notion internationale, on va dire, de ce qu'est Internet. C'est franco-français. Hein. C'est un petit peu ça le problème aussi. On va parler de tout à fait autre chose, Seb. Adblock, le plus connu, traîné en justice en France une fois de plus. Oui, ils aiment bien ça, nos amis français, la justice. L'adblocker, rappelons, c'est le bidule qu'on installe sur sa machine et qui empêche les bannières, les leaderboards et même les vidéos en pré-roll sur certains sites d'apparaître, hein, c'est ça. C'est ça. Alors ça existe depuis très longtemps. À la toute bonne vieille époque, fin des années 90, on était pourri de pop-up et votre humble serviteur avait d'ailleurs écrit un petit programme pour bloquer les pop-up. Donc, c'est des trucs qui existent depuis plus de 10 ans. Adblock est arrivé par la suite avec des trucs extrêmement puissants qui étaient intégrés au niveau du navigateur. Ça se fait Firefox sur Chrome, ça se fait un peu partout. Je pense que c'est aussi sur Explorer. Ouais. Ça prend 2 secondes à installer et effectivement, ça vous rend la vie beaucoup plus... moins chargé de publicité. Moins chargé de publicité, c'est ça. Mais moins chargé aussi de toute autre chose aussi, hein, parce que Adblocker est capable de bloquer des choses qui n'est pas de la publicité. Ça peut être gênant. Si vous êtes développeur, n'installez pas Adblocker sur votre machine. Voilà. Ça bloque des trucs sur Facebook aussi qui ne sont pas toujours que la publicité. Et il n'y a pas que Facebook. Mais le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, quand tu vas voir un site de news, tu refuses la publicité, mais tu vas voir la news, et donc tu as créé une charge sur le serveur, il y a des gars qui ont écrit ça, et ça pose un problème vis-à-vis de la rétribution des gens qui ont travaillé. Ouais. Alors c'est pas pour ça que les Français l'attaquent en justice, parce que ça, malheureusement, heureusement, hein, ça dépend du point de vue, ça c'est pas directement condamnable, mais ce que fait la société IO, qui est l'éditrice d'Adblock Plus, c'est qu'elle permet automatiquement à certaines publicités que eux jugent correctes, bonnes, de passer, même si les filtres sont là. Donc eux se rémunèrent en autorisant certaines publicités de passer ou pas. Oui. Enfin, là, c'est un peu limite quand même. Voilà, c'est un comportement qui est un peu limite et qui n'est pas apprécié par tout le monde en France, et donc il y a un collectif d'éditeurs qui ont décidé de porter cela en justice pour faire respecter leurs droits. À suivre donc, comme on a l'habitude de dire dans ces cas-là. Adrien, on va parler de Sony. Alors c'est rigolo parce que nous on n'arrête pas de nous dire attention vos mots de passe, attention où vous les mettez, où vous les stockez, ou voilà. Sony, eux, ils mettent tout dans la même boîte. Ils mettent tous leurs mots de passe au même endroit. C'est quand même particulier comme méthode de sécurisation. Oui, donc au volet des conneries, on continue avec Sony cette fois-ci. Donc il faut savoir qu'il y a déjà eu le scandale des films qui ont été piratés, les films inédits, Fury, etc. Et donc là, ils continuent. Donc en étant piratés, ils ont découvert un dossier password. D'accord. Quelle originalité. Donc ce fameux dossier password, en fait, contient une histoire de 139 documents sous toutes formes, Word, Excel, fichiers zip, PDF, et qui rassemble tous les mots de passe des activités du groupe, donc que ce soit un identifiant Amazon, Google, le compte pour se connecter sur un blog de chez Sony. Donc voilà, donc tout a été disponible, ça a été distribué sur BitTorrent, et donc voilà, on est curieux de savoir s'ils ont modifié ça rapidement, mais il y a du boulot en tous les cas vu le nombre de choses. Mis à part ça, ça met effectivement en question encore Sony au niveau de la sécurité. On l'a connu, le piratage à l'époque du PlayStation Network, où Sony a dû péniblement offrir des abonnements PlayStation Plus pour se faire pardonner de la coupure et du piratage, sans compter toutes les cartes de crédit. Donc voilà, c'est encore une bévue pour Sony, et on espère qu'ils vont retenir la leçon et utiliser... À force, on n'aura plus besoin de mot de passe nulle part.
Ah oui, c'est ça. On ira chez le voisin, dit j'ai oublié le numéro de ma carte de crédit. Ah mais attends, Sony te l'a. Non, mais ça en plus, ce sera comment s'appelle encore le monsieur qui a dicté les règles du logiciel libre, etc. C'est lui qui avait dit. Richard Stallman. Richard Stallman au MIT, qui était contre les mots de passe et donc qui mettait des mots de passe hyper génériques pour que tout le monde puisse. Il disait que c'était le meilleur moyen de sécuriser le contenu, c'était de l'ouvrir. C'était exactement, c'est complètement utopique, mais pourquoi pas finalement. On reste quelque chose. Hein. Bah ouais. Adrien, on parle peer-to-peer également. Une application peer-to-peer pourrait être intégrée au navigateur, en fait, si je comprends bien. Bah c'est le cas, tout à fait. Donc, en fait, ici, c'est un des services. Il y en a toute une série qui existe. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de reep.io, donc REEP.io. Qu'est-ce que c'est, en fait? Donc, ça, c'est génial comme système. Donc, ça utilise la technologie WebRTC. Donc, WebRTC pour Web Real-Time Communication, qui est en fait une interface de programmation qui permet de faire toute une série, au niveau technique, je vais pas aller loin, mais qui permet de faire toute une série d'actions, qui permet de passer par une série de protocoles. Et donc, ça permet de faire pas mal de chouettes choses au niveau réseau, programmation, au niveau du navigateur. Et donc, ça a permis de créer ce genre de service, dont RIP.io. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un service de peer-to-peer. Donc, peer-to-peer, c'est du téléchargement de postes d'ordinateur via ordinateur. C'est totalement crypté. Donc, c'est génial. Imaginons, on veut partager un fichier. Je le mets dans mon navigateur. J'envoie l'URL à un ami. Il télécharge. Et puis, c'est parti. Et alors, pour info, tant que le navigateur n'est pas coupé, on peut transférer le fichier. Si évidemment vous coupez le navigateur, ben là le fichier n'est plus transférable. Et en logique de peer-to-peer, plus il y a de personnes qui auront le lien, plus en fait on aura la possibilité de télécharger sur plusieurs machines en même temps le fichier. D'accord. Donc moi j'ai fait le test, ça marche assez bien. Et c'est très très rapide à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, une autre manière de partager des fichiers sans pour autant passer par un service tiers, vu que par une application via son navigateur, via le navigateur de quelqu'un d'autre. Donc c'est tout à fait sécurisé. On va parler avec toi, Adrien, dans un instant de Stephen Hawkins, mais avant ça, je voudrais demander à David son avis sur cette page qui se tourne. Microsoft va arrêter un de ses plus grands services, celui qui a vraiment construit l'entreprise, on peut le dire. On va rigoler, mais c'est vrai quand même. Mais c'est vrai, c'est important. C'est la fin du clip art. Voilà. Oui. Ça y est, voilà, la mort est annoncée, annoncée à la Microsoft, donc c'est-à-dire que c'est un billet sur un blog qui apparaît et puis qui disparaît. On commence à avoir un petit peu l'habitude avec eux. Mais voilà, a priori, Microsoft a pris la décision de se débarrasser des clip art. Alors pour les gens qui sont nés après les années 90-95, vous savez peut-être pas ce que c'est, parce que c'est effectivement un peu has-been. Mais quand moi j'étais à l'école et qu'on devait faire une présentation, un document Word, un exposé ou quoi ou qu'est-ce, eh bien on agrémentait nos documents de très très vilains dessins qui étaient censés aider à faire comprendre le message qu'on voulait faire passer. Et c'était ça les clip art. Et donc Microsoft a pris la sage décision, que je pense, d'arrêter d'infliger ça aux utilisateurs de principalement Word et PowerPoint, puisque c'était dans ces deux softwares-là qu'on le retrouvait le plus, et propose maintenant aux mêmes utilisateurs d'utiliser le moteur de recherche Bing Images pour agrémenter ces présentations d'images beaucoup plus sympathiques. Et donc, effectivement, au lieu d'avoir le dessin d'un vilain petit chat, eh ben, on aura la photo d'un vilain petit chat. Non. Donc, au final, là, je suis pas d'accord avec toi. Le chat est devenu vilain parce qu'il est devenu clip art. Le chat était joli à l'origine. Comme les étoiles, les petits cœurs et les gâteaux. Tout était très très bien, mais c'est parce que quand tu deviens clip art, tu deviens moche. En fait, c'est un peu ça. Et donc, je ne sais pas qui était le dessinateur de clip art, mais ça a été un métier, puisqu'il y en avait des millions à un moment différents, mais ils étaient tous aussi moches, les uns que les autres. Donc, je pense qu'il y avait des écoles de dessin de clip art. Les réunions, ils allaient ramasser. Voilà, mais tous ces gens-là vont être au chômage. C'est quand même très très malheureux dans cette période difficile pour le moment. Je pense que heureusement, ils vont pouvoir être remplacés par des photographes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était plutôt en fin de réunion, ils ramassaient les carnets de tout le monde. Ils récupéraient les petits dessins. Je voyais Seb s'agiter de son côté, qui est très fan du clip art. Agiter, c'est un grand mot. Attends, tu vas rire. Alors, je voudrais rassurer David, si jamais il ne trouve plus de clip art, dans ma jeunesse, j'avais été dans
Grand magasin de surface, c'est une grande surface que je ne citerai pas. Et j'ai acheté des DVD de clip art. Non, tu en as. J'ai des DVD de clip art, monsieur. Cet aveu va être répété, amplifié, évidemment. Donc voilà, la fin du clip art. Voilà. Non, ce n'était pas un clip art. Un peu mal. C'est triste, mais il faut quand même reconnaître, c'est une sage décision parce que plus personne ne les utilisait et ceux qui les utilisaient encore auraient dû arrêter il y a déjà très longtemps. Non, ils sont condamnables. Il faut les envoyer en prison tout de suite. On va retourner chez Adrien. Je disais que tu allais nous parler de Stephen Hawking. Ce dernier va mettre son système de communication en open source. Explique-nous donc. Stephen n'est pas un clip art. Non. Tout à fait. Donc Stephen Hawking met à disposition effectivement son système en open source. Donc, il s'agit du logiciel Speech Plus, qui était. Il faut rappeler qui c'est. La moitié des gens, ils savent pas qui c'est Stephen Hawking. Donc, moi, pour les geeks, on y pense tout de suite. Oui. Donc, Stephen Hawking, qui est l'astrophysicien très célèbre et iconique de par son handicap, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il a comme handicap? Il a la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative. Donc, en fait, ce que ça provoque, c'est la parésie complète. Donc, ce grand scientifique est complètement paralysé et donc utilise un maximum de technologie. D'ailleurs, il l'a dit lors d'une conférence, la médecine n'est plus capable de me soigner, je m'en remets donc à la technologie pour m'aider à communiquer et à vivre. Il faut préciser qu'il a, au niveau du cerveau, ça fonctionne super bien chez lui. Hein. Le reste fonctionne beaucoup moins bien, mais il est très agile d'esprit. D'ailleurs, je tiens, juste une petite news en connexion avec ça. Il y a un film qui va arriver à un moment ou l'autre sur la vie de Stephen Hawking, justement, sur son œuvre, sa vie, etc. Ça va être intéressant, à mon avis, à voir de par l'homme en tant que tel. Oui. Revenons sur la news. Donc, Speech Plus, logiciel, en fait, qui est le fruit de la collaboration avec Intel. Donc, pour les plus fidèles auditeurs, on avait déjà parlé une fois de Stephen Hawking et de sa chaise roulante, donc, il faut savoir qu'il avait créé toute une chaise roulante avec Intel, et donc pour avoir une super chaise roulante hyper connectée et avec son système de communication qui permet de synthétiser sa voix avec sa fameuse voix qui est hyper célèbre. On lui a toujours demandé mais pourquoi vous n'avez plus changé votre voix depuis, or qu'il faut savoir que sa voix synthétisée en fait est un vieux système téléphonique connecté sur un Apple II à l'époque qui lui permet de synthétiser sa voix, et en fait il a gardé sa voix parce que il disait beaucoup d'enfants handicapés souhaiteraient en fait avoir la même voix, donc c'est devenu un symbole, sa voix sa voix synthétique pas terrible téléphonique. Donc ça au niveau de la voix il va garder, et donc la force de l'outil c'est qu'en fait Stephen Hawking en fait l'outil lui permet de parler très rapidement, donc il tape seulement uniquement 20% des mots, tout le reste est en fait automatiquement deviné, et donc ça lui permet de pouvoir s'exprimer très rapidement. Sinon vous imaginez en étant complètement paralysé, il doit aller sélectionner les mots au fur et à mesure, ce qui prend énormément de temps. Donc il a décidé de rendre open source le logiciel dans la mesure où il espère justement de pouvoir faire bénéficier à plusieurs personnes handicapés avec la même maladie du fruit de ce travail-là, et aussi de permettre de faire évoluer le logiciel beaucoup plus vite en permettant à d'autres experts de pouvoir mettre les mains dans ce logiciel et apporter encore des évolutions à système de synthétisation de voix. Donc ici, peut-être Google ou quoi, ou des grandes marques vont peut-être récupérer le système. On l'a bien vu, les systèmes open source en général sont réutilisés par des grandes boîtes. Qui sait, on découvrira ça très prochainement. C'est mercredi ou ce jeudi, je ne sais plus, c'était la journée internationale de la personne handicapée, rappelons-le. Passons à toute autre chose, aux générations X et Y, David, apparemment. Ces deux générations, on va rappeler un petit peu quelles sont les tranches d'âge, les gens concernés, ne seraient plus du tout intéressés ni par l'ordinateur portable, ni par la télévision.
Non, c'est Cisco qui a sorti le résultat du rapport annuel qu'il fait par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies et des innovations technologiques. Et donc, c'est une étude qui est basée sur la génération X. Donc, la génération X, c'est des gens qui sont nés entre les années 60 et 80. Et sur la génération Y, c'est ceux qui sont nés dans les années 80 jusqu'aux années 2000. Donc, ça a a priori un peu notre tranche d'âge pour la génération X. Et les gens qui ont entre 15 et 25 ans pour la génération Y. C'est ça. Et donc, ils ont analysé quelques habitudes et ils ont posé des questions très très claires, dont certaines qui sont relativement rigolotes. Par exemple, le premier geste du matin. Et donc, à travers différents pays, puisque c'est une étude qui est réalisée au niveau international, on se rend compte que dans la génération Y, donc dans les plus jeunes d'entre nous, une personne sur deux regarde son smartphone dès qu'il se réveille. D'accord. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est avant, dans les possibilités de réponse qu'il y avait, c'est après ou avant sa compagne ou son compagnon. Et donc, il y a quand même déjà la moitié de la génération Y et 40% de la génération X, puisqu'on se rend compte que ces générations ont quand même pas mal de choses en commun, qui regardent d'abord leur smartphone avant de regarder leur compagne ou compagnon. Donc ça, je trouvais ça rigolo. Le fait que l'ordinateur portable intéresse de moins en moins ces deux générations. Oui. Et donc, on se rend compte que, en France, par exemple, 60% des Français choisiraient un autre terminal s'ils ne devaient garder qu'un seul terminal. Ils choisiraient un autre terminal que l'ordinateur portable. Donc, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur desktop. En Allemagne, on se rend compte que dans la génération X, donc les plus anciens d'entre nous, s'ils devaient choisir entre un laptop et un desktop pour une utilisation professionnelle, ils reviendraient à l'ordinateur de bureau. Et pas au portable, donc c'est un peu c'est étonnant. Que si on doit choisir entre un smartphone et une télévision, là les deux générations sont d'accord. On garde le smartphone, on dégage la télévision. Donc c'est quand même un petit peu c'est impressionnant. Ils ont fait toute une analyse aussi sur l'utilisation des sites web. Et on se rend compte qu'il y a déjà plus de 20% à travers les deux générations qui sont déjà prêts à utiliser des applications plutôt que des sites web. Donc nous, on utilise des sites web encore pour pratiquement tout, la communication, la recherche d'informations, des choses comme ça. Et 20% de ces deux générations sont déjà capables de faire tout à travers des applications. Et donc le futur de ce que Cisco développe, c'est vraiment vers le côté application, donc une application par utilisation, et qu'il y aurait moyen de se passer d'un site web sur un smartphone, de ne pas naviguer sur Internet en tant que tel, mais qu'il est impossible de se passer d'une application. Facebook arrivant en tête de tous les résultats, de tous les répondants, quelles que soient les générations, ils sont parvenus à rendre vraiment leur application indispensable dans la vie de tous les jours. Et puis, dans les deux derniers points qui étaient abordés, c'est la confidentialité. Et là, on se rend compte que c'est souvent le truc qui fait grogner quand on parle de Facebook, quand on parle de big data et des choses comme ça, c'est le côté « ouais, mais ces données m'appartiennent ». Et quand on leur propose d'avoir un smartphone gratuit, avec une utilisation gratuite, on se rend compte que les deux générations sont prêts à dire au revoir à leur confidentialité, mais complètement, en disant ouais, ils peuvent tout avoir, tout. Mon nom, mon prénom, mon numéro de carte Visa et tout, on s'en fout. Mais c'est pas la majorité. Tant que j'ai l'utilisation d'un produit dont j'ai réellement besoin gratuitement. D'accord. Donc ça amène un développement futur, mais très particulier. On pourrait imaginer demain que quelqu'un nous dise ok, vous nous confiez votre vie. Et en échange, nous, on vous donne juste accès à un moyen de communication. Mais c'est un peu le principe de Facebook. C'est un peu le principe de Facebook. C'est un peu la même chose. Oui, sauf que c'est fou parce qu'on leur propose, ils proposaient pour un opérateur, pour n'importe quel autre service, fournisseur de services, pour un gouvernement, pour un employeur. Et les gens disent, pas de problème. Pas de problème, on est habitué, Facebook nous a bien drillé, on donne à tout le monde et il n'y a pas de souci. Donc c'est un peu marrant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui crient en disant ouais Facebook, il suffit de voir cette semaine-ci, on n'en a pas parlé, mais Facebook a changé quelques systèmes de fonctionnement et en a informé ses utilisateurs, c'est bien une des premières fois. Et alors on voit apparaître, et je pense que sur tous les murs de tout le monde c'est arrivé, selon l'article de la convention je déclare qu'à partir de ce jour et tout, ça sert strictement à rien. Mais donc on se rend bien compte que les gens, tout le monde n'est pas encore
encore prêts à passer à ça. Et alors, la dernière question qui a été posée, c'est à savoir si les gens seraient capables de se passer pendant une semaine de leur smartphone ou d'être privés d'électricité pendant une semaine. Les gens ont préféré garder l'électricité. Ouais, c'est pas complètement idiot. Par contre, quand on leur a dit se priver de relations sexuelles pendant 1 mois ou une semaine sans smartphone, les gens ont dit non, on va garder le smartphone. C'est magnifique. Donc voilà. Et ça, c'est véridique, quoi. C'est voilà. Je me retourne vers Sébastien qui, depuis à peu près 20 minutes, un truc. Vas-y, Seb. Alors, je voudrais d'abord rappeler un truc. L'étude est écrite et demandée, commanditée par Cisco. Donc, il faut relativiser certains chiffres. Tout n'est pas tout n'est pas à prendre au premier degré. Si je prends juste le premier chiffre qui m'a bien fait rigoler, tu disais que 40% des gens sur la génération X regardent leur smartphone avant leur femme. Et je regarde mon smartphone avant ma femme. C'est normal. En semaine, on se lève pas à la même heure. Donc oui, si on me pose la question, bien sûr, je regarde mon smartphone avant ma femme. Donc ça, c'est évident. Après, au niveau des applications, je suis pas l'analyse de Cisco en est une. Ce que tu lis quand tu fouines un peu aujourd'hui en est une autre. La plupart des gens, et moi y compris, je me suis surpris ces dernières semaines, commencent à désinstaller une série d'applications pour revenir sur les versions web, parce que les versions web ont suffisamment évolué pour proposer les fonctionnalités qu'il faut. C'est-à-dire, il y a quelques années, tu veux dire que le site un journal comme Le Soir ou l'ADH ou que sais-je, mais avec l'ADH en mobile, ils sont toujours très loin derrière, ils n'étaient pas capables de t'afficher les informations. Maintenant, j'ai une connexion data tout le temps. L'application du soir ou le site du soir, j'ai la même info. Donc pourquoi je vais m'embêter à avoir une application sur mon smartphone? Donc il y a une tendance plus ou moins inverse, sauf pour quelques applications clés. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec Cisco sur l'analyse. Et la dernière sur la vie privée, alors là, ça me fait évidemment extrêmement sourire. Donc, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais éviter ça quand même. Mais il y a énormément de services qui arrivent pour le moment dans d'autres pays et certaines initiatives qui vont arriver l'année prochaine, pas par nous, mais où les gens pourront mettre leurs données personnelles sur des sites et dire ok, voilà mes données, mes noms, mon prénom, mon boulot et tous mes loisirs à vendre. Et si effectivement une marque veut avoir les informations pour me targeter d'une manière publicitaire, c'est moi qui volontairement choisis que mes données sont disponibles, mais on me payera pour y avoir accès. C'est ça. Donc ça rejoint un petit peu la philosophie d'autres. Je ne vais pas dire que Richard Stallman, mais voilà, mes données seront libres d'accès moyennant finance, si je peux dire. On accepterait. Que c'est pas la même chose. Hein. Non, mais c'était juste pour l'exemple. Ça veut dire qu'on est capable on serait capable d'accepter un certain niveau d'emmerdement entre guillemets. On le fait. On le fait moyennant finance. Oui, on le fait tous les jours. Alors là, je suis désolé, je fais le lien avec mon job. On le fait tous les jours quand tu rentres dans un magasin pour une carte de fidélité, ou quand on te pose une question en rue pour une enquête, etc. À tout moment, les gens font un trade-off entre ce qu'on leur propose versus ce qu'ils y gagnent. C'est ça. Et alors, il y a 10 ans, t'aurais fait les gens criaient tous au secours, la vie privée, j'ai peur pour ma vie privée, etc., etc. Donc personne ne peut savoir comment je m'appelle, où j'habite et compagnie. Et aujourd'hui, l'effet est inversé avec les nouvelles générations et les gens de notre âge, 30, quarantaine. C'est que on a nos informations et on les donne à des sociétés et on exige du service en échange. C'est ça. Donc c'est pas juste on ne veut plus les donner, maintenant on les donne, mais on veut quelque chose en échange. Mm-hmm. Donc la tendance c'est assez inversée et ça va continuer probablement dans ce sens-là, à moins d'une nouvelle révolution pour laquelle on n'est pas encore au courant. On est juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas quel est ton job, on va faire vite et on va dire que tu as transformé la carte d'identité en carte de membre. Hein, c'est un peu ça. Voilà, c'est grosso modo, et vous allez dans pas mal de grosses boîtes pour vos courses à Noël, on vous demandera vos cartes d'identité, c'est probablement Bibi et Marc qui sommes derrière, puisqu'il y a quand même déjà 1 500 000 Belges qui l'ont utilisé. Donc ça fait à peu près un 1/8 de la population, en gros. En population active,
active, on compte 7 millions de Belges. Oui, donc c'est même plus. Voilà. Bon, donc ça, on a fait le tour de la question. On va terminer peut-être ce numéro 13 avec Adrien pour parler de Steam qui lance un service broadcast comme Twitch. Twitch, tout le monde voit ce que c'est. Hein. C'est le service c'est un petit peu le YouTube du jeu vidéo, si on peut dire comme ça. Une grosse fonctionnalité sur le live quand même. Ouais, le Ustream, on va dire le Ustream du jeu vidéo. Le Ustream du jeu vidéo, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, Steam se lance dans la bagarre, en gros. Oui, c'est ça. Ben, il y a un réel intérêt. Donc, il faut savoir que Twitch a intéressé Amazon, entre autres. Il y a eu des propositions de rachat. Ou si je dis même pas de bêtises, ils ont été rachetés. Donc en fait c'est un truc qui marche très 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 bien dans la communauté des gamers. Faut savoir que il faut être dans la communauté Twitch, des gamers, hein, parce que moi je comprends pas. Mais en fait c'est le principe de quoi, c'est de regarder du gameplay, quelqu'un d'autre, du gameplay, des gens en train de jouer. Ça marche énormément. Terrible. Ça se fait de plus en plus, mais à tous les niveaux. Il y a eu j'ai même des amis qui sont mis à faire ça pour le fun. Donc c'est moi à titre personnel je suis pas fan, mais c'est à la mode. C'est du voyeurisme. C'est en quelque sorte du voyeurisme. Voilà, du voyeurisme, mais au niveau jeu vidéo. Ben, on avait déjà ça avec les youtubeurs qui faisaient des vidéos de jeux où ils commentaient, etc. Ça rentre complètement. On retrouve ça, mais vraiment en live. Ça rentre vraiment dans la logique de ce qu'on appelle le e-sport. Hein. C'est des rencontres. Voilà, on regarde des gens jouer, combattre les uns contre les autres, et on va voir ça un petit peu comme on regarderait un match de foot ou voilà. Ah oui, mais ça on est pleinement dedans. Il faut voir les événements, il faut voir les championnats de League of Legends, c'est vraiment impressionnant. C'est il y a des milliers de personnes en train de regarder. Moi, j'avoue, je regarde aussi les compétitions d'e-sports. Je suis un grand fan des compétitions l'Evo, qui est en fait la compétition des jeux de combat qui a lieu chaque année à Los Angeles, où on a des événements, on a des actions comme au foot, où on regarde nos replays d'actions. Il y a des trucs comme ça, c'est assez génial. Et donc là, on n'est pas dans la logique de compétition spécialement. Effectivement, c'est disponible aussi. Mais là, c'est vraiment tout à chacun peut partager son jeu. Donc, c'est une fonction bêta. Comment ça fonctionne ? Ben, enfin, un clic droit sur son profil, on dit voilà, j'autorise dans mes paramètres à ce que des amis ou tout le monde puisse regarder mon jeu. Et ensuite, n'importe qui, si vous êtes en train de jouer et de streamer en live votre jeu, ben, fait clic droit sur votre profil, watch game, et c'est parti. Il va voir votre partie en cours de jeu, quoi. C'est un phénomène qui a pas mal marché. Il faut savoir qu'il y a eu Antoine Decaune récemment qui s'est fait fusiller par la communauté des gamers parce qu'il avait dit mais c'est vraiment débile de regarder quelqu'un en train de jouer. Donc un truc qu'il faut prendre au sérieux parce que ça marche vraiment vraiment bien, quoi. Et il faut savoir que le jeu vidéo c'est la plus grosse industrie aujourd'hui, ça a dépassé le cinéma. Alors combien de personnes l'ont fusillé, Antoine Decaune, pour savoir? Je sais pas, mais un paquet de gens. Je sais pas. Plusieurs milliers, on va dire plusieurs milliers. C'était ouais mais facile, quoi. C'était. Alors, je trouve ça complètement débile de regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Voilà comment on fait des vues. C'est ça. On n'est pas sur Canal. Hein. Voilà, je le dis à la communauté des gamers, je trouve ça débile. Voilà, c'est fait. Je sais pas si Sébastien voulait rajouter un truc. Toi aussi, fais-toi des amis, peut-être. Non, écoute, non, au niveau jeux vidéo, c'est la première fois de l'année que j'ai joué, c'était ce week-end, et c'était avec Little Big Planet, et c'était juste mon petit coup de pub, c'était génial. Voilà. Je sais pas, c'est pas là. De votre côté, les petits amis, tiens, on va juste peut-être terminer avec David, puisque maintenant on l'a vu, le fameux trailer de Star Wars dont on avait parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce trailer? Eh ben, je crois que je vais me fâcher avec la communauté des fans, mais moi je l'ai pas aimé. Ouais. Donc, j'ai beaucoup lu. Et en fait, je l'ai regardé une première fois et puis je me suis dit non, c'est pas ça. C'est pas possible. En fait, il faut pas se tromper. C'est pas un trailer. C'est un teasing. Oui, c'est un teaser sur le trailer. Oui, c'est même pas un teaser du film. C'est vraiment le premier prémisse. Donc, c'est vrai que à la deuxième, à la troisième, à la quatrième lecture, ben, on commence à se reprendre en tant que passionné de Star Wars, à dire, ah, aussi, il y a quand même ça et tout. Ça va être bien. Mais ma toute première lecture, j'ai fait, qu'est-ce que c'est? D'accord. Et donc voilà, et en fait j'ai beaucoup plus ri sur toutes les copies. Il y a une copie en Lego dont je suis ultra fan par contre et qui m'a un peu réconcilié avec avec cette preview.
le trailer a généré un mème aussi. Donc ça, pendant le trailer, le fameux sabre laser. Avec la garde laser. Oui. Avec la garde. Ouais. Donc déjà, il y a eu des débats, mais complètement incroyables. On a eu même des grandes émissions américaines qui ont dit, mais non, la garde est logique. Parce oui, c'est ça, le pourquoi de la garde. Pourquoi de la garde. Et après, on a eu des mèmes qui sont juste fabuleux. On a eu toutes les formes possibles et imaginables de sabre laser. Où on a eu il y en a encore maintenant. Il y en a encore maintenant où il y a des gars qui mettent Jésus en face du site avec le sabre laser en forme de croix dans l'autre sens. J'ai vu réapparaître l'autre débat depuis que il y a 2 trilogies, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Bon, okay. Ouais, sur qu'est-ce qui voilà. La foule et des choses comme ça. Enfin voilà, ça faisait plaisir. Non, ça fait plaisir parce que c'est des films qui sont attendus par la communauté. Je pense même des geeks en général. Ouais. Star Wars, ça reste quand même un film légendaire. Voilà, moi, ce qui m'a fait rire aussi, le dernier petit clin d'œil que moi j'ai retenu, c'est celui qui avait fait le sabre laser, Victorinox. Donc Victorinox, c'est ceux qui font les couteaux suisses. Et voilà, en fait, ça les a fait tellement rire que cette garde apparaisse comme ça et qu'on s'y attende pas. Ils ont décidé de rajouter une fourchette laser, un couteau laser, enfin plein de choses là en laser. C'était tous les couverts laser, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et la garde pour les fans de Star Wars est quelque chose qui existe dans l'univers. Hein. D'accord. Donc ça n'avait rien de révolutionnaire. Ça qui est comique en fait. Okay. C'est que la bande-annonce a généré le même, mais l'élément existe depuis très longtemps. Alors, je vais juste réveiller un tout petit peu Sébastien qui n'en revient pas. Lui. Non, parce que dans la communauté, David disait tout le monde aime Star Wars. Non, il y a une communauté, il y a des gens qui aiment Star Wars, il y a des gens qui aiment Star Trek. Et en général, ceux qui aiment l'un n'aiment pas l'autre. Bon, j'aime ni l'un ni l'autre. Je sais pas où je dois aller. C'est comme en musique, hein. Rolling Stones sont Beatles. Il aime pas les Beatles non plus, vous allez me dire. Mais bon. On a fait le tour de la question, hein, je pense. Merci Seb d'avoir participé une fois de plus à ce numéro 13. On se retrouve très vite. Et puis merci également à David et à Adrien. On se retrouve bien vite, bien sûr, avec encore des numéros hors série. Il va y avoir un petit peu moins en fin d'année, c'est un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, c'est les fêtes. Il fait un petit peu plus frais également, donc on doit se réchauffer, on fait d'autres trucs. Mais ne vous inquiétez pas, on ne s'en va pas. On poursuit notre belle aventure tous ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de venir visiter tout simplement notre site www.lestechno.be. Passez une très très bonne semaine, à très bientôt, au revoir. Ciao. Ciao.